Juste un mot pour dire un peu la façon dont on va procéder. Lorsque vous vous êtes inscrit, on vous a posé une dernière question qui était: quelle question aimeriez-vous poser à la ministre? Donc vous l'avez fait, on l'a synthétisé, donc on va s'appuyer là-dessus. Ce qu'on fera donc, c'est que on prendra une question de la salle, et puis après, donc alterner avec une question venant de celle que vous avez posée lorsque vous vous êtes inscrit. Voilà, donc ça permettra comme ça d'avoir un aller-retour. Donc ce que je vous propose, c'est de prendre une première question de la salle, essayer d'être synthétique. Voilà. Alors je ne sais, soyez, voilà. C'est pour moi qui disais ça. Alors, moi j'ai 4 enfants, très concernés par ça. Je suis au chômage. Alors, déjà, c'est quand même les parents. C'est quand même les parents qui font bouffer les gosses. Alors pourquoi ne pas considérer qu'une formation qui serait donnée via Pôle emploi ou je ne sais quoi ne serait pas également un apprentissage, c'est-à-dire orienter les gens vers un poste qu'ils peuvent avoir, les former en partenariat avec une entreprise, comme ça ils sont quasiment sûrs d'être pris. En plus ils sont formés à... Mais je crois qu'il faut quand même aussi penser qu'il y a beaucoup de gens de plus de 50 ans, qui ne trouvent rien. Et ces gens-là, c'est ceux qui élèvent ces gosses, qui n'ont pas de boulot, et donc il y a encore moins que moi. Donc je voudrais une formation, apprentissage pour les seniors. Ouais. Alors moi je suis tout à fait d'accord avec vous. On a presque hésité. On a dit déjà l'apprentissage, on va l'ouvrir jusqu'à 30 ans. Parce que nos gosses, tous, bon, quelquefois pour trouver son chemin, ça prend un peu de temps. Ils vont aller essayer quelque chose, ça leur plaît pas. Ils vont partir un peu à l'étranger. Bon, ils reviennent. Sur une phase de mou où il se passe rien, sauf les jeux la nuit, enfin bon, vous voyez ce que je veux dire, la vie quoi. Et puis à un moment donné, il y a le déclic qui se fait par une rencontre, par une situation, et là ils sont prêts à prendre une qualification où il y a de l'emploi derrière. Et manque de bol, on leur dit ah ben trop tard, les 26 ans sont passés, c'est trop tard. Donc on veut déjà ouvrir l'apprentissage jusqu'à 30 ans. J'en reviens à votre question, sachant qu'à partir de 26 ans, ils seront payés au moins au SMIC pour pas qu'il y ait que ça fasse de la concurrence du dumping ou je sais pas quoi, mais je crois que c'est important. Alors ensuite, il y a un des points dont j'ai pas parlé. D'abord, moi ma conviction, c'est que l'idée que les seniors peuvent pas revenir à l'emploi, c'est purement mental. Tout le monde peut se former à tout âge. L'autre jour, j'étais dans une agence Pôle emploi à Lyon. Enedis, vous savez, les compteurs. Voilà, ils ont monté une formation et là ils n'ont pris que des seniors. Ce qui dit finalement des gens qui ont de la maturité, c'est bien aussi. Faut de la maturité pour et ils ont formé, ils ont embauché que des seniors. Eh bien, on a un travail de conviction à faire auprès des entreprises et ce qui va nous aider, c'est le vent porteur dont je parlais. Parce que là, s'ils ne trouvent pas les compétences, eh ben, il y en a des compétences et on peut vous les former. Voilà. Et donc ça, c'est le. Alors. Oui. Alors, voilà, il y a un peu de boulot partout, je ne nie pas ça, mais là, on a décidé d'investir, donc les 5 ans qui viennent, le fameux grand plan d'investissement dans les compétences, c'est pour pouvoir former 1 million de jeunes et 1 million de demandeurs d'emploi, justement, donc ça va se dérouler sur les 5 ans, pour avoir beaucoup plus de formations, et évidemment des formations qui correspondent aux emplois, aux métiers d'aujourd'hui et de demain. Donc c'est en train de se mettre en place. C'est un peu du boulot, parce que quand on dit, il y a des professions qui disent, ah mais il nous manque 25 000 chauffeurs routiers et puis 30 000 personnes dans l'informatique. On leur dit, d'accord, ils sont où? Parce qu'on n'a peut-être pas demandé à tout le monde de traverser toute la France. Donc dites-nous où c'est, et puis on va pouvoir les fermer. Donc là, il y a un peu de boulot, parce que quelquefois, il y a la phrase, et puis après, derrière, oui, mais concrètement, c'est quel bassin d'emploi, c'est quelle ville, c'est quel quartier, et c'est quelle formation. Parce que vous avez raison, former pour former, je pense que les gens, c'est pas ça qu'ils veulent. Ils veulent une formation qui, si ça marche bien, bah derrière, il y a un emploi. Et encore une fois, donc c'est vrai que le fait qu'on ait cette début d'opportunité, hein, et qu'on va avoir ces moyens d'investir sur la formation, va permettre, on ne résoudra pas pour tout le monde, mais d'avoir beaucoup plus de gens qui peuvent retrouver le chemin du travail. Et il faut là-dessus aussi faire changer les mentalités. Ce matin, j'étais à l'APEC. Vous avez vu l'emploi des cadres s'envole. Il était déjà en progression, il est maintenant en accélération très forte.
Je rencontrais, il y avait 200 PME, etc., qui me disaient, on ne trouve pas. Et je dis, mais vous cherchez qui? Ah ben, on cherche des gens qui ont entre 1 an et 10 ans d'expérience, qui ont fait ceci, ceci, cela. Je dis, ben, ça, vous ne les trouverez pas. Hein. Si vous cherchez un truc aussi fermé que ça, faut que vous essayiez tous les âges, toutes les origines, tous les hommes et les femmes. Et là, on peut... et puis, entre parenthèses, une entreprise qui est clonée, où il y a que des gens qui sont tous pareils, qui ont le même background, pas forcément comme ça qu'elle est le plus innovante. Et donc, on a un travail à faire, ce que l'APEC s'est engagé à faire, avec les recruteurs aussi, mais il faut faire pareil que Pôle emploi, parce qu'on a aussi les stéréotypes. Un jeune, c'est ni mieux ni moins bien qu'un senior. Il y a besoin de tout pour faire réussir dans les entreprises, mais on a besoin de bousculer ça. Et puis, on a besoin de rendre un peu plus réactifs les systèmes, ça c'est vrai. Alors, bon, aujourd'hui, c'est compliqué parce que les formations, la plupart, c'est les régions. Et Pôle emploi n'a pas la main dessus. Enfin, il y a des trucs un peu compliqués derrière qu'il faut qu'on simplifie. Parce qu'à la fin, ce qui compte, c'est ce que les demandeurs d'emploi, ils ont trouvé la formation qui leur permet de trouver un emploi. Hein. Le reste, c'est de la littérature, quoi. Donc, j'entends bien votre question. Je n'ai pas toutes les réponses tout de suite, mais je travaille exactement dans cette direction. Madame la ministre, donc parmi les questions qui ont été répertoriées à l'occasion de l'inscription des adhérents aujourd'hui, il y en a une qui revient sur un grand défi qui nous attend. Dans les années 70, dans les années 80, 90, il y a eu la robotisation dans l'industrie qui a provoqué une grande mutation des processus industriels. La formation professionnelle existait déjà, mais elle n'a pas empêché des cohortes de chômeurs qu'on a pu traiter finalement que par un processus social. Aujourd'hui, on a probablement une nouvelle révolution industrielle qui arrive avec l'intelligence artificielle, avec donc les chatbots, tout un tas d'évolutions des processus dans les services qui concernent des millions de salariés de la banque, de l'assurance, du commerce. Comment la réforme que vous portez pourra apporter une réponse à cette menace qui concerne une partie importante du salariat en France? Alors, en France et dans le monde, hein, parce que c'est un phénomène général. Je le disais tout à l'heure rapidement, je crois qu'on n'a jamais connu une telle mutation technologique aussi importante qui concerne tous les secteurs à la fois. Parce qu'effectivement, il y avait telle industrie qui se robotisait, donc ça concernait cette industrie. Là, même une toute petite entreprise de commerce, elle change, parce qu'avec le e-commerce, la relation client change, le marketing change, donc ses emplois, les besoins changent. Sa distribution va changer, elle va être en partie physique, immédiate, et en partie, elle va se faire à travers les plateformes d'e-commerce, et donc il y aura un transporteur qui viendra apporter les biens à domicile. Donc, juste pour donner cet exemple, et c'est pour ça la distribution, mais la banque et assurance, il y a toute une série de choses, même le secteur public, vous l'avez vu, il y a des choses qui vont être dématérialisées, qu'on va plus passer, voilà. Alors, ça peut permettre de faire d'autres choses, mais je voyais une enseigne l'autre jour qui me disait, mais moi maintenant, dans mes magasins, ça sera des showrooms avec des conseillers. Pas le même métier hein, que de vendre. Donc, par contre, il y aura des gens qui feront de la stratégie de vente sur Internet. Donc tout ça, c'est des mutations assez énormes. Et je pense que la seule manière de faire pour que ça ne soit pas subi, que ce soit juste un paquet d'eau de mer qu'on reçoit sur la tête en ayant peur, mais qu'on puisse... que les salariés et les demandeurs d'emploi puissent avoir la chance de choisir aussi leur avenir, c'est d'abord tous réaliser que on fera plusieurs métiers ou des métiers qui auront tellement changé que ça ressemblera à un autre métier dans sa vie, et que donc l'arme de la compétence, c'est vraiment la clé. Et donc pour ça, il faut des processus, il faut beaucoup plus d'ambition dans la formation. Il faut faire voilà, parce que ça sera le vecteur. La compétence sera vraiment, comme je le disais, la meilleure protection contre le chômage. Mais pour ça, il faut changer beaucoup de choses. Hein. Faut que aujourd'hui, tiens, je vais faire un petit test. Combien sont allés voir leur compte personnalisé de formation? Vous pouvez lever la main? Oui, ben voilà. Voilà, c'est représentatif de la France. Voilà. Donc, il y a... aujourd'hui, le droit à la formation individuelle, il existe, mais d'abord, la plupart des gens ne le connaissent pas. Et puis, si je vous pose la question d'après, qu'est-ce que vous en avez fait, comment vous êtes là-dedans, et est-ce que vous avez fait une formation, c'est hyper compliqué, c'est assez administratif, et on ne voit pas à un moment donné, voilà, je peux cliquer, je peux choisir, c'est garanti, la qualité, et finalement, les gens qui l'ont fait, est-ce qu'ils ont un emploi derrière, ils ont gagné combien,
Est-ce que qu'ont pensé les gens qui l'ont fait? Voilà, tout ça, ça n'existe pas aujourd'hui. C'est des choses qui seront nécessaires pour que une partie se fasse à l'initiative des entreprises, et elles ont une responsabilité que leurs salariés aient les formations pour suivre et évoluer avec les technologies. Mais il y a une partie aussi où il faut donner la main à chacun. Parce qu'on peut aussi avoir envie de changer de métier, ou on peut avoir des contraintes de vie qui font qu'on doit changer de région. Il faut aussi qu'il y ait une partie de droit individuel. Je crois qu'il y a un équilibre dans le futur entre les droits de chacun, la capacité à choisir soi-même, et puis ce que propose l'entreprise dans un plan de formation. Dans les deux cas, il faut beaucoup d'informations sur c'est quoi les choses porteuses, vers quoi on peut aller. Et après, chacun peut se situer, mais il faut déjà... Aujourd'hui, cette information, elle est difficile. Donc s'il n'y a pas cette information, s'il n'y a pas la liberté de choix, ben, c'est perçu comme de la menace. Donc on a un énorme défi qui est à la fois au niveau collectif dans les entreprises, mais au niveau de chacun, qui puisse avoir accès à aussi un conseiller qui peut le conseiller sur... mais moi, je m'interroge sur ça et ça. Comment je fais? C'est quoi qui me conviendrait? Est-ce que j'ai les atouts pour? Et quelle serait la bonne formation? Mais je réinsiste pour qu'il y ait une part qui soit la liberté de l'individu et pas juste des cases dans lesquelles on met les gens, quoi. Je crois que tout le monde en a marre des cases dans lesquelles on met les gens. Voilà. Je vais juste passer une question par ici. Oui. Merci. Madame la ministre, moi je suis entrepreneur. Et un entrepreneur peut être un peu atypique puisque j'étais fonctionnaire avant. Et donc j'ai abandonné le calme douillet des administrations ouatées pour prendre mon risque d'entrepreneur. Et j'en suis très heureux. Alors je voulais d'abord vous féliciter pour les ordonnances auxquelles on ne croyait pas forcément et qui sont un très beau travail. Et d'ailleurs moi dans ma start-up TPE, je vais pouvoir négocier des accords, ce dont je rêvais depuis longtemps, notamment sur les forfaits jours. Voilà. Alors simplement j'ai un petit peu d'inquiétude. Alors évidemment si je vous parle ce soir c'est pour vous dire mes inquiétudes parce que je vois quand même que le gouvernement auquel vous appartenez multiplie quand même un certain nombre de mesures un peu désagréables. Alors vous, pour votre paroisse, si vous me permettez cette familiarité, vous envisagez de soumettre les entrepreneurs... ah là c'est bien, voilà. Vous envisagez de soumettre les entrepreneurs aux cotisations chômage, ce qui est un peu dommage puisqu'il existe aujourd'hui, si j'ai bien compris, puisqu'a priori l'assurance chômage va être étendue aux entrepreneurs, aux travailleurs indépendants. Alors, ça veut dire que j'imagine on va devoir payer des cotisations pour une prestation dont nous ne sommes pas forcément demandeurs. Et par ailleurs, votre collègue ministre des Solidarités a un peu déçu parce que sur la réforme du RSI, on espérait plus d'ouverture à la concurrence, ce qui n'a pas eu lieu. Et on a même découvert en catimini la création d'une taxe dite taxe Puma, qui vise à créer 8% de cotisation sur les dividendes, qui annule les biens... alors je parle pour quelques initiés peut-être ici, qui annule les bienfaits du prélèvement forfaitaire unique. Alors moi, ce que je trouverais sympa, avant de partir à l'étranger pour éviter cette pression fiscale qui est très lourde, ce serait qu'il y ait un plan général du statut des entrepreneurs et notamment des start-upers pour éviter cette pression fiscale qui est un tout petit peu empoisonnante. Alors, sur les deux points, sur l'assurance chômage des entrepreneurs, des indépendants, des indépendants, on n'a rien décidé, rien annoncé encore, parce que j'attends la fin des concertations, des négociations des partenaires sociaux, donc on annoncera dans quelques semaines. Le sujet ne concerne pas l'ensemble des entrepreneurs. Les entrepreneurs qui emploient des gens sont déjà... leurs salariés sont déjà évidemment couverts par l'assurance chômage. Et d'ailleurs, comme vous l'avez vu, on a supprimé la cotisation salariale pour augmenter le pouvoir d'achat et c'est transféré par le financement direct de l'État. Mais le sujet auquel on fait face, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes, et il y en a certainement dans la salle, qui se lancent dans le micro-entrepreneuriat. Il y en a eu 250 000 nouveaux l'année dernière. Parce qu'ils ont envie, parfois ils n'ont pas le choix, mais beaucoup ont le choix, ils ont envie de vivre aussi l'expérience entrepreneuriale. Et c'est bien de pouvoir prendre son risque, c'est ça l'esprit entrepreneur,
Mais avoir un tout petit peu de filet de sécurité, c'est peut-être pas mal non plus. Parce que si ça marche pas, et c'est ça le risque entrepreneurial, ça marche pas à tous les coups, bah on se retrouve au RSA. Hein. Il y a pas, parce qu'il n'y a pas d'assurance chômage. Donc il y a ce sujet-là. Et par ailleurs, il y a le sujet de tous les gens qui travaillent sur les plateformes numériques, qui sont des travailleurs indépendants, au sens, ne sont pas des salariés, enfin, dont l'activité est économiquement assez dépendante des grandes plateformes. Donc eux sont indépendants, mais leur activité, pas complètement. Et ils sont nombreux aussi. Et donc là aussi, si, c'est pareil, il faut encourager le risque entrepreneurial, il est plein et entier, mais dans une société où on a pas mal de filets de sécurité, et justement, je reprends ce que vous disiez, aujourd'hui on a de plus en plus de gens qui vont peut-être être salariés pendant quelques années, puis après ils vont créer leur activité. Donc ils vont perdre leur droit à l'assurance chômage en créant leur activité, si jamais il y a un coup dur. C'est un filet de sécurité défensif, hein, c'est s'il y a un coup dur. Je pense que de plus en plus, on ne sera pas dans le même statut toute sa vie. Donc aujourd'hui, nos protections, c'est par statut. Alors si on est dans la case salarié, on a ça. Si dans la case indépendant, on a ça ou on n'a rien. Après, si on est dans une autre case, on a autre chose. Bon, c'est quand même mieux à terme d'avoir des choses qui accompagnent la personne, quel que soit son parcours, plutôt que toujours par statut. Et donc par rapport à ça, c'est pour ça qu'on dit que, alors c'est pas pour tout le monde, les professionnels libéraux, ils ne demandent rien, mais on pense que, notamment pour les micro-entrepreneurs, pour les travailleurs des plateformes, ça fait du sens qu'il y ait un minimum de filet de sécurité si leur activité ne marche pas, s'ils ont pris le risque, ils ont l'esprit entrepreneurial. Enfin, si ça ne marche pas, ils se retrouvent vraiment sans rien aujourd'hui. Et donc, c'est ça l'esprit. Alors, qui, que, quoi, comment, qui finance quoi, etc., ça c'est encore trop tôt pour le dire. Je reparlerai dans quelques semaines. On a bien entendu ce que vous disiez. Sur les PME de façon générale, mon collègue Bruno Le Maire prépare aussi un projet de loi sur la croissance des entreprises, notamment des petites et moyennes entreprises. Et donc, dans les sujets en discussion, il y a notamment le sujet des cotisations à travers les seuils sociaux. Donc ça, c'est à l'ordre du jour des discussions. Là aussi, c'est un peu trop tôt pour dire ce qu'on fera. Mais l'idée, c'est qu'il y a d'abord beaucoup de seuils sociaux et fiscaux. Je crois qu'il y en a 33 ou 32 entre 0 et quand on arrive jusqu'à 50 salariés. Il n'y a pas que 11 et 50. Hein. C'est un chemin, comme nul n'est censé ignorer la loi. Je souhaite du bon courage à tout le monde. Donc déjà, il faut simplifier, ça c'est sûr. Et puis, il faut voir comment ça contribue à encourager la création d'emplois. Donc là, c'est un peu trop tôt pour le dire, mais ce sujet des seuils sociaux et fiscaux et donc des cotisations sera, pour les petites et moyennes entreprises, sera à l'ordre du jour du projet de loi que portera Bruno Le Maire en parallèle du projet de loi que je porterai sur les autres sujets. Je voulais juste compléter et confirmer, puisque j'ai eu le plaisir de travailler sur le pacte aux côtés de Bruno Le Maire depuis plusieurs mois. Et conformément à ce qu'a dit bien sûr Madame la Ministre, les seuils seront au menu du jour, vous l'avez vu, et notre main tremblera pas. Je crois que c'est assez attendu. Ce que je trouve intéressant dans l'acception du pacte, c'est qu'on traite de toutes les entreprises. Et pour avoir fait plusieurs rounds de négociations, on parle aussi bien des auto-entrepreneurs ou des entreprises unipersonnelles que des TPE, que des PME, que des start-up, que des ETI, que des très grandes entreprises. J'ai énormément d'expertise sur les start-up et j'y ai beaucoup travaillé et je les connais bien. Je pense qu'il est important qu'on raisonne entreprise au global et il y aura une partie pour les start-up, mais qu'il faut aussi qu'on pense unipersonnel, TPE, PME, commerçants, artisans, start-up. L'économie de l'innovation, c'est une partie qui sera intégrée au pacte, mais on a traité l'ensemble des entreprises. Et évidemment, à votre disposition pour poursuivre la discussion. Mais on essaye d'avoir une vision globale de l'entreprise et pas morcelée, conformément à ce que disait la ministre. On est trop morcelé. Et donc, si on fait la même chose pour les entreprises, c'est pas une bonne approche selon nous. Voilà. Merci. Une nouvelle question collectée à l'occasion des inscriptions à cette soirée. En parlant de mixité dans l'emploi, qu'est-il prévu, notamment dans le prolongement des travaux qu'avait fait Louis Schweitzer sur le CV anonyme? Oui. Alors moi, j'ai pas une passion pour le CV anonyme, pour tout dire. Ça se sent, j'ai déjà fait un grand sourire. Pourquoi? Parce que le CV il est anonyme, mais l'entretien il l'est pas. Donc si on a besoin d'anonymiser, c'est qu'on est encore dans la discrimination. Enfin, on n'a pas traité le sujet à la racine. Moi, j'étais DGRH de grand groupe. Quand le CV est sorti, les gens disent mais enfin c'est voilà, oui, il y a une discrimination. Ça c'est terrible, mais c'est vrai.
Quand on voit, le défenseur des droits a beaucoup de statistiques là-dessus, on voit que quand vous habitez tel quartier, vous avez tel nom, aujourd'hui, avec la même qualification, vous avez moins de chances. Ça, il faut se battre contre ça. Mais je ne crois pas que le CV anonyme suffise, ou soit la solution miracle. Alors, par rapport à ça, on fait quoi? D'abord, on soutient beaucoup, il y a des associations qui font un boulot remarquable là-dessus. Je pense à Mosaïque RH ou Nos quartiers ont du talent. Nous, on est en train de les aider à leur dire, mais c'est que ça ne concerne pas tout le monde. Je pense aussi qu'on va tester les emplois francs, c'est-à-dire l'idée que s'il y a un employeur qui est ou pas dans le quartier, qui est n'importe où, embauche quelqu'un, jeune ou pas jeune, qui habite dans un des quartiers de la ville prioritaire, ben, il a une aide à l'embauche. Alors, avec le pari qu'une fois essayé, une fois qu'on a donné la chance d'essayer, ça va marcher. Il y a des talents partout. Quand je dis talent, je ne parle pas que de Bac+5, je parle à tous les niveaux. Il y a au niveau ouvrier, au niveau employé, à tous les niveaux. Et donc, on va tester ça dans 10 quartiers de la ville prioritaire, là, cette année, pour voir comment on peut mettre le pied à l'étrier, parce que c'est une bataille de... Évidemment, c'est interdit, la discrimination. Donc ça, il y a toutes les sanctions qui existent. Enfin bon, c'est un peu théorique, parce que dans la pratique, prouver qu'il y a eu discrimination, quand vous avez une liste de candidats, comment vous pouvez savoir si c'est la compétence, le fit avec l'entreprise, la culture ou la discrimination? Alors, on voit quand même, parce qu'il y a des entreprises qui systématiquement... ce qui est bien, c'est les tests que fait le défenseur de droit, où on envoie des CV, le testing. Ça permet de vérifier, mais quand on est dans la vraie vie, pas dans le testing, mais quand dans la vraie vie, je crois que le CV anonyme, c'est une idée qui fait plaisir, mais qui en vrai ne marche pas tellement. Et donc, je crois qu'il faut aller au-delà. Et donc, on va travailler beaucoup avec Jacques Mézard et Julien Normandie, notamment sur les quartiers des villes prioritaires. Toute la discrimination ne se fait pas là, mais enfin, c'est une grande partie quand même. On voit qu'à qualification égale dans ces quartiers, le taux de chômage reste le double. Donc, c'est pas une petite affaire. Et qu'on a besoin aussi, je pense, de montrer plus de success stories, de montrer plus à quel point la diversité c'est formidable, et que les gens aient des expériences différentes, qu'ils aient vécu des choses différentes, viennent de quartiers différents, et ben ça apporte une valeur aussi à l'entreprise. Donc il y a l'arsenal de sanctions qui existe, mais il faut aussi l'arsenal promotion. Il faut mettre en scène, je veux dire, la fierté des parcours. On doit être fier d'être français parce qu'il y a aussi de diversité en France, et ça, à un moment donné, il faut aussi que collectivement on le porte. Je crois que c'est la vraie vie, et il y a besoin de, je dirais presque d'inverser. C'est un peu comme l'égalité homme-femme. Ah bon, il y a besoin de justifier que les femmes et les hommes gagnent la même chose? Vous voyez, non, ça ne se justifie pas, c'est juste normal. C'est l'inverse. Il faut expliquer pourquoi ce n'est pas le cas. Et ben, c'est un peu pareil. Je pense que pour la discrimination à l'embauche, qui est un cancer pour notre pays, parce qu'évidemment, ceux qui sont discriminés, ils se disent, ben, c'est quoi c'est quoi mon pays, quoi? C'est une société où j'ai pas les mêmes chances que d'autres. Il faut absolument pousser tous ceux qui travaillent là-dessus, et puis mener des opérations un peu exemplaires qui fonctionnent, qui réussissent. Et là, encore une fois, c'est un peu comme pour les seniors, il faut profiter de la vague qui vient. Les employeurs qui disent ah mais je trouve pas. Ah ouais? T'as regardé partout? Voilà. Il faut aussi profiter de cette vague où il y a plus d'emplois pour que l'égalité des chances d'accès à l'emploi devienne une réalité qui n'est pas tout à fait dans notre pays. Et ça, c'est un vrai scandale. Et c'est pas notre promesse républicaine, la situation actuelle. Oui, je voulais donner la parole à notre hôtesse. Esmeralda, lorsqu'on est venu préparer la salle, etc., donc on a beaucoup discuté. Elle était passionnée par votre venue, Madame la Ministre, et elle m'a dit un tas de choses sur la difficulté de trouver des apprentis, etc., de garder tout ça. Et je lui ai dit, c'est très bien, la ministre va venir et vous allez lui poser en direct. J'aurais dû venir avec des candidats dans la main. Bonsoir Madame la Ministre. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bienvenue chez nous. Merci d'être venu. Merci de votre accueil. Oui. Et ma question était donc, où va l'argent des formations professionnelles que nous payons? La taxe d'apprentissage que nous payons, étant donné que quand on a besoin de personnel, il n'y en a pas. On n'en trouve tout simplement pas. Donc, où va l'argent des formations que nous payons? Alors, j'ai l'impression qu'il va y avoir de l'écho dans la salle, là. Oui. La demoiselle, c'est moi qui l'ai formée, mais je l'ai payée et personne ne l'a formée à part moi-même. Ah, et je l'ai payée normalement. Elle peut être là pour le confirmer. Donc ce serait mieux de...
Voilà. Ce serait En apprentissage ou donc direct Non, comme ça indirect. Donc ce serait peut-être plus simplement plus facile de donner la possibilité aux petits patrons comme nous de les former directement plutôt que de payer des gens qui forment je ne sais pas quoi. Peut-être qu'eux-mêmes ne sont pas formés. Bon, c'est très clair. Merci Alors, beaucoup. plusieurs sujets. D'abord, le financement, c'est une usine à gaz. Alors, la taxe d'apprentissage. Donc, une entreprise paye une taxe d'apprentissage dans lequel... Alors, je vous fais la version archi simplifiée, qui est tellement simplifiée qu'elle est presque caricaturale. Donc, il y en a les 3/4 qui s'appellent le quota. Le quota va pour 50% dans les conseils régionaux, dans une partie des partenaires sociaux, une partie dans les OPCA, qui sont les machins qui collectent l'argent et qui doivent en principe financer après la formation. Qui le font, enfin bon, le système est très compliqué. Et, l'autre partie, les 20-25%, sont ce qu'on appelle le barème, qui est un truc où l'entreprise doit décider si elle donne au lycée, au CFA, à l'université ou à une association. Et où des gens viennent la voir en disant donnez chez nous. Enfin, dans les deux cas, c'est vrai que pour beaucoup de petites entreprises, c'est perçu comme une taxe, mais le retour n'est pas garanti. Et même quand une entreprise et un jeune ou une jeune se rencontrent et veulent faire un contrat d'apprentissage, c'est pas sûr qu'ils aient le financement. Parce qu'avec tout ça, il y a 80% du financement seulement qui sert à l'apprentissage dans la partie réservée à l'apprentissage. Et au total, ça fait 60% de la taxe d'apprentissage qui sert à l'apprentissage. Donc il y a beaucoup d'argent et on finit par en manquer, tellement les systèmes complexes font qu'il y a de l'argent qui il n'est pas détourné, ça c'est bien contrôlé, mais enfin il dort dans des tuyaux compliqués, quoi. Et donc, il n'est pas détourné au sens légal du terme. Et donc, par rapport à ça, ce qu'on veut, c'est un système beaucoup plus simple. Il y a un jeune, une entreprise, il se rend compte, le financement est garanti. C'est plus le problème de l'entreprise. Le financement de la formation est garanti. Et donc, ça va faire... et il va falloir modifier pas mal de choses dans le système, dans les organismes qui collectent, dans ceux qui montent la formation, enfin dans toute la chaîne qui est derrière, parce que ça fait beaucoup de gens dans la chaîne, pour que ce soit juste tout simple, pour que, que l'entreprise, elle sait combien lui coûte d'avoir un apprenti, combien il y a une partie d'aide. Ah oui, j'ai oublié, est-ce que vous savez qu'il y a 4 aides? Voilà, 4 aides. Alors là, vous avez droit, en théorie, il y a 4 aides. Quelles sont les entreprises qui le savent? Il y a 3 aides financées par l'État, dont 2 sont distribuées par les régions, et qui se font rembourser par l'État, et une autre qui est un crédit d'impôt. Donc il y a 4 aides pour que l'entreprise puisse, finalement, pour son travail de formation d'un jeune ou d'une jeune, avoir... voilà. Bon, demain, il n'y en aura qu'une. On va simplifier tout ça, et pour faire automatique et simple. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ça coûte... Beaucoup d'entreprises ne savent pas que former un apprenti, c'est moins cher qu'elles ne le croient. Parce que, justement, ces 4 aides, elles ne les connaissent pas. Mais 4 aides, il faut être fou, quoi. 4 aides pour la même entreprise, vous avez autre chose à faire, je pense, que d'aller chercher dans... Alors c'est 4 formulaires, 3 guichets, enfin je vous fais une histoire comme on les aime. Juste, c'est pas possible que ce soit aussi compliqué, on dirait que c'est fait exprès. Donc il y a ça qui est très important. Puis après, il faut aussi trouver les jeunes. Et là, c'est un autre sujet, c'est tout le sujet qu'on entame avec Jean-Michel Blanquer et Frédéric Vidal, et surtout Jean-Michel Blanquer, parce que c'est beaucoup la sortie de la 3e, de la terminale que ça se joue. Jusqu'ici, l'apprentissage, malgré son succès, 7 emplois sur 10 à la sortie, était présenté encore, jusqu'à il y a quelques mois, dans les logiciels la Felnet, pour ceux qui ont des enfants en 3e comprennent, logiciel d'orientation. Dans la plupart des académies, on mettait redoublement ou apprentissage. C'est vendeur. Je ne sais pas pourquoi les parents n'étaient pas très convaincus, c'est bizarre, c'est pourtant vendeur, et les jeunes encore moins. Bon, donc ça c'est fini. Par contre, moi j'ai visité une dizaine de CFA là, les derniers mois, que ce soit au Compagnon du Douar, l'autre jour à Pantin, à Paris l'autre jour. Il y a des jeunes qui avaient des yeux qui brillaient parce qu'ils ont choisi un métier qui est passionnant. Et ils découvrent qu'ils peuvent faire le CAP, puis après ils peuvent faire le bac pro, puis après ils peuvent faire le BTS, et puis après ils peuvent faire un master. On peut faire tout ça par l'apprentissage. Mais quels sont les jeunes qui le savent? Donc ils ont l'impression que c'est une voie de garage, alors qu'en fait c'est une voie de réussite, et en plus on peut avoir des métiers passionnants. Et je le disais, on peut aussi créer sa boîte. Il y en a 3 ou 4 sur 10 qui créent ensuite leur entreprise, ou qui reprennent une entreprise. Donc c'est aussi une école d'entrepreneuriat. Donc on a un énorme travail collectif à faire auprès des jeunes et des familles,
qui ne savent pas que ça peut être une chance. Et aujourd'hui, on a aussi ce travail-là à faire. Donc il y a un sujet que ce soit simple pour les entreprises, simple et que les aides arrivent là où elles doivent aller, et que ce ne soit pas compliqué, qu'en gros, le financement arrive direct. Et puis pour les jeunes, alors il faut le faire savoir hein, quand on est content, parce que c'est aussi des jeunes, quand des jeunes de 3e ou de seconde ou de première, vous rencontrez des jeunes qui ont 24 ans et qui sont en train de créer leur entreprise ou qui sont super fiers de leur métier ou qui... On va aussi développer les Erasmus pour les apprentis. Aujourd'hui, ça existe quasiment que pour les étudiants, c'est confidentiel pour les étudiants. Ils vont se dire « Ah ouais et puis dis donc, ils ont l'air super motivés. » Enfin, il faut aussi passer par l'opinion publique parce qu'on ne va pas convaincre les jeunes et les familles juste par une brochure en ICEP, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Il faut rencontrer des gens. Apprendre sur le tas. L'apprentissage, pour moi, c'est faire pour apprendre. C'est apprendre en faisant. Et ça c'est toute la force de l'apprentissage. C'est qu'on commence par faire. Voilà, c'est le but, hein, n'est-ce pas, messieurs et mesdames les députés? Ça sera notre but commun. Alors, monsieur, ça fait longtemps qu'il voulait poser une question. Et c'est pas moi qui donne la parole, alors je ne sais pas. Et madame aussi. Ils sont tous les deux très, très persistants dans leur... Il y en a une que peut-être que je vais poser, parce que je suis sûr que c'est celle-là. Madame le ministre, pouvez-vous nous dire comment vous appréhendez la problématique de l'emploi pour les travailleurs handicapés? Alors, c'est pas celle-là. Bon, je réponds à celle-là quand même. Ah, bon. Alors, je réponds, est-ce que vous savez qu'à Pôle emploi, il y a 500 000 travailleurs handicapés qui sont au chômage? C'est énorme. Le taux de chômage est le double chez les personnes handicapées que chez les autres. Donc là aussi, il y a du boulot. Comme vous voyez, il y a du boulot. Dès qu'on ouvre une question, il y a un gros boulot. Parce que, alors, en partie parce qu'ils sont moins qualifiés que la moyenne, parce que là, on commence à voir les générations d'enfants handicapés qui font un vrai cursus scolaire. Mais ça ne fait pas si longtemps que ça. Il y a beaucoup de gens, ils n'ont pas pu, c'était pas adapté, ils n'ont pas pu faire de cursus scolaire. Donc là, ils ont un peu la double peine, ils n'ont pas la qualification, et en plus un handicap. Et du côté des entreprises, il y a une loi qui a maintenant 30 ans, je crois, 25 ans, qui impose aux entreprises d'une certaine taille d'embaucher 6% de travailleurs handicapés. La réalité, c'est qu'on est à 3,2%, c'est-à-dire à peu près la moitié, un peu plus que la moitié de l'objectif. Et ça ne bouge pas depuis longtemps. Enfin, ça bouge epsilon. Donc en fait, le système a démarré au départ et puis maintenant il avance pas. Donc là aussi, on a un gros sujet. Et donc avec Sophie Cluzel, ma collègue qui est secrétaire d'État en handicap, on a tout un programme là-dessus, dont une partie va se retrouver dans le projet de loi aussi, sur la formation et tout, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que la chance d'accéder à l'emploi. Et il y a des tas de dispositifs pour aider, pour les aménagements de poste, pour l'accompagnement. C'est pas que ça n'existe pas, c'est que c'est pas toujours utilisé et qu'il faut faire un travail. Et puis il y a les handicaps visibles, et invisibles. Et il y a des entreprises qui ont commencé à faire des choses intéressantes là-dessus. Il y a toutes sortes de handicaps. Et je crois qu'il faut aussi que nos systèmes évoluent avec l'évolution de la société. Et sur ce sujet-là, on a là aussi un gros boulot. Alors ça commence dès l'école avec les assistants de vie scolaire qui sont importants parce qu'il faut déjà que les jeunes puissent être scolarisés. C'est la clé. Et quand même au maximum scolarisés dans l'éducation nationale sans être dans des classes adaptées, etc. Pour une grande majeure partie des handicapés, ça peut être dans le système scolaire normal avec un accompagnement. Et pareil pour le travail. C'est pas vrai pour tout le monde, mais c'est vrai pour une grande partie. Donc ça fait partie aussi des chantiers. Enfin, on n'en manque pas. Mais vous savez, notre grand défi, c'est que la croissance, elle puisse aussi être, comme on dit, inclusive en emploi. C'est-à-dire que la croissance permette à beaucoup plus de nos concitoyens d'avoir la chance d'accéder à l'emploi. Et ça, c'est pas juste l'offre et la demande. Il faut s'occuper de tout ça pour mettre en place les accompagnements efficaces pour que ça fonctionne. Oui, oui, bonsoir Madame la Ministre. Je voudrais vous poser une question de la part d'un ami qui devait être là ce soir mais qui n'a pas pu venir.
plus fort. Pardon, oui, je vais mettre comme ça. Vous m'entendez mieux? Parfait. Oui, donc je vais vous poser une question de la part d'un ami qui devait être là ce soir mais qui n'a pas pu venir, qui a 55 ans, qui a fait une très belle carrière de cadre sup dans l'industrie, qui à 53 ans s'est trouvé remercié parce qu'il y avait qui semblait plus performant, pardon. Voilà. Et donc, allô? Oui. Oui. La question qu'il m'a envie de vous poser, c'est globalement là, ça. Le micro marche quand on est debout, c'est intéressant. D'accord, bon, parfait. Oui, la question qui m'a chargé de vous poser, c'est au-delà de ce qu'on a pu aborder ce soir, l'apprentissage, etc., qui sont des mesures fondamentales. Est-ce qu'il y a une réflexion en cours sur des mesures globales pour permettre le retour des seniors à l'emploi? Ça devient un drame pour beaucoup de seniors et ça concernera toutes les générations à venir parce qu'aujourd'hui, moi, je pense que je prendrai ma retraite à 62 ans. Olivia, je ne suis pas sûr qu'elle la prenne à 62 ans. Elle risque de beaucoup plus tard que ça. Et donc, ça concernera tout le monde. Et éventuellement, après, ou maintenant, ou après votre réponse, je vous transmettrai en 15 secondes une suggestion qui me semble... Non, vas-y, faites-le maintenant. D'accord. Alors, sa suggestion, ça serait... Il ne croit pas à la coercition. Il ne croit pas à la loi qui dirait chaque entreprise doit avoir tant de pourcents de plus de 50 ans, etc. Lui, personnellement, il n'y croit pas. Il croit beaucoup plus à la sensibilisation et à l'incentive. Et il me dit, je fais le constat qu'aujourd'hui, il y a un écolabel qui est de plus en plus utilisé parce que c'est à la mode de faire vert. Et c'est devenu à la mode parce qu'il y a une vraie raison derrière le bouleversement climatique, etc. Aujourd'hui, toutes les boîtes se mettent en avant qu'ils sont éco-responsables, etc., etc. Il se demandait si ce ne serait pas utile de créer un label senior responsable ou emploi responsable ou tout autre nom méritant d'être creusé et qui serait délivré à des entreprises qui feraient un choix de communiquer là-dessus en disant nous, on a été labellisé senior responsable parce qu'on s'est engagé à avoir dans notre pyramide des âges plutôt un cylindre qu'une toupie, comme on le voit dans les startups. Aujourd'hui, c'est bien adapté aux startups. Sur le sujet, alors Ecolabel, il marche bien aussi parce qu'il y a une mesure fiscale derrière. Voilà. Mais ceci dit, il y a par exemple un label qui s'appelle Diversité, qui est la diversité aussi bien des âges, des genres, des origines, qui existe aujourd'hui pour les entreprises, qui est assez peu utilisé. Mais c'est une des questions dans le cadre des réflexions du projet de loi Pacte dont parlait Livia tout à l'heure, avec Nicolas Hulot et puis Bruno Le Maire et Nicole Belloubet, on a confié une mission à Jean-Dominique Sénard et à Nicole Lotta pour réfléchir sur l'entreprise et l'intérêt général. Parce que l'entreprise, son but, c'est pas l'intérêt général, mais elle a un impact sur l'intérêt général. Elle a un impact social et environnemental. Et donc comment, et on voit de plus en plus d'entrepreneurs, d'entreprises, qui ont envie de développer, qui sont conscients de ça et qui veulent aussi que finalement leur impact dans la société soit utile et qu'ils n'opposent pas à la compétitivité. C'est même une forme d'attractivité vis-à-vis de leurs clients, vis-à-vis de leurs salariés, la fameuse marque employeur. Il y a beaucoup de jeunes qui ne veulent travailler que dans une entreprise qui a un certain sens, de plus en plus. Donc il y a toute cette réflexion-là qui est d'actualité. Après, sur les cadres seniors, je viendrai juste un aspect là-dessus, parce que j'étais à l'APEC ce matin sur ce sujet. Le taux de chômage des cadres, maintenant, est de 4%. Et il va encore baisser cette année. Donc, les recruteurs cherchent les cadres. Ça, vraiment, il y a une compétition. Donc, c'est ce que je leur ai dit ce matin. Je dis, mais arrêtez de chercher que des gens qui ont juste les premières années d'expérience, etc. Allez vers les seniors, allez vers ceux qui viennent de notre quartier, etc. Parce que vous allez trouver des richesses. Et c'est vrai que j'ai vu que ça faisait tilt. Il y a des espèces de stéréotypes dans le recrutement qu'il faut lever. Et donc là c'est, je pense que ce matin, tous les acteurs de l'écosystème de l'APEC ont décidé un peu de s'engager sur ce chemin. Après, pour tous ceux qui ne sont pas cadres, c'est 1 emploi sur 5 est cadre en France. Donc il y en a 4 sur 5 pour lequel ce n'est pas ça la solution. Et on revient à ce qu'on évoquait avec madame. Il y a des emplois de tout niveau qui se créent. Et là, il faut aller à fond, mais sur la bonne formation pour le bon emploi. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a le pied à l'étrier avec l'entreprise, qu'on a eu la formation, là, les chances sont très bonnes. Et sur tous les dispositifs de ce type-là, qu'il faut beaucoup élargir, les taux d'insertion dans l'emploi, après, on arrive à 9 sur 10.
Et là, c'est vraiment la bonne chose. Alors, nous avons une question ici, si vous voulez bien. Il y a une question. Après, donc, nos députés, Olivia, resteront encore un moment pour répondre aux questions après. Mais comme le calendrier de la ministre, l'agenda de la ministre fait que, je suis désolé pour ceux qui... Il y a travail après, quand même, la journée n'est pas finie. Voilà. Excusez-moi, Madame la Ministre, est-ce que vous pouvez nous dire simplement quand même un mot sur la précarité des chercheurs en France? Je considère que c'est un sujet quand même très important. 40% des postdocs actuellement ont des contrats de travail précaires inférieurs à un an. Est-ce que dans les mesures sur l'apprentissage que vous envisagez, par exemple, vous envisagez une passerelle plus étroite entre la recherche publique et la recherche privée, qui actuellement n'existe pas, les chercheurs n'arrivent pas, je pense qu'on est sur une place dans la recherche privée, les postdocs en particulier, une image relativement dégradée dans l'entreprise privée, où ils font des fournitures des diplômés trop chères. Alors, vous avez raison sur un sujet, c'est que en France, si on compare au Royaume-Uni ou en Allemagne, quelqu'un qui a un doctorat, on dit génial. En France, les entreprises disent mais j'ai pas besoin sauf en recherche. Ils disent mais j'ai pas besoin j'aime mieux finalement un ingénieur école de commerce ou master 2. Pourquoi un doctorant sauf pour les domaines de recherche. Alors c'est un sujet. Ceci dit, Frédérique Vidal, comme vous le savez, qui est ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, est en train de travailler sur ces sujets de l'accès professionnel de toute la recherche, et vous avez raison aussi de la coopération des passerelles recherche publique-privée sur lesquelles on a de la marge. Alors je ne suis pas spécialiste du sujet, c'est plutôt Frédérique Vidal, mais je sais qu'elle est en train de travailler là-dessus. Il y avait la dame là qui a insisté pour avoir ta parole, on va lui donner. Non mais c'est pas ça, c'est qu'on va la régler. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une dernière question à poser à la ministre? Une bonne voix. Allez. Peut-être, vous avez parlé du... La référente peut-être. Bonsoir. Donc, moi j'ai une question concernant la mise en œuvre. On a parlé de compétences tout à l'heure, et donc ce que vous décrivez et tout ce que vous mettez en place, c'est quasiment un plan GPEC au niveau national. Et j'aurais souhaité savoir finalement comment vous allez faire pour accompagner l'ensemble de la démarche. Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'au sein des entreprises, on a beau signer des accords GPEC, la difficulté, c'est la mise en œuvre. L'écriture, c'est assez simple. La mise en œuvre, le fait que chaque salarié se dise qu'il y a éventuellement quelque chose à faire, une action à faire, que ce soit de la formation, que ce soit un bilan de compétences, c'est assez difficile. Et là, effectivement, en suivant tout ce que vous écrivez, on se dit ça a du sens. Mais moi, je m'inquiète pour la mise en œuvre et la création d'une dynamique nationale. Donc, voilà. Alors, la GPEC, c'est la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau d'une entreprise, ou au niveau d'une branche, ou au niveau d'une région, d'un territoire, les acteurs réfléchissent en disant, mais finalement, c'est quoi les métiers qui se transforment quels vont être les besoins demain? Est-ce que les métiers de la distribution vont changer et on va plus faire la vente comme hier? Mais par contre, qu'on va créer des emplois dans le domaine du transport? Quels sont nos besoins en matière de recherche et d'innovation? Donc en fait, c'est une projection finalement, d'une certaine façon, que fait l'entreprise avec ses partenaires sociaux, que font des branches, que font une région, en disant voilà les besoins. Alors on peut le faire dans une entreprise, on peut le faire sur des projets. Par exemple, je pense quelque chose qui n'est pas très loin d'ici, pour les Jeux Olympiques. On est en train de travailler sur ça va être quoi? On sait que ça va être 200, 300 000 emplois qui vont être créés. Bon, il faut dire précisément, parce que par exemple, dans le bâtiment, il y a de la création, mais il y a par exemple beaucoup de rénovation. Rénover des piscines pour en faire des piscines olympiques, ça demande certains types de compétences. Donc, on peut le faire aussi au niveau d'un bassin d'emploi, c'est ça que je veux dire. On peut le faire au niveau de notre entreprise, d'un bassin d'emploi. C'est toujours l'idée, on essaie de se projeter dans les 2, 3, 4 ans qui viennent. C'est quoi les métiers dont on va avoir besoin, c'est quoi les compétences dont on va avoir besoin, et du coup ça permet d'orienter les formations pour que ce ne soit pas formé pour former, mais formé pour des besoins et pouvoir les anticiper un peu. Parce que quand on attend juste d'avoir le besoin, voilà, vous cherchez à recruter quelqu'un, ah mince, il n'y a personne qui a la formation, vous allez perdre plusieurs mois. Tandis que là, ça permet d'anticiper et d'avoir la visibilité, le temps de monter les plans de formation nécessaires. Alors après, il y a si c'est juste pour signer un document, je suis d'accord avec vous, c'est joli, mais ça ne sert pas à grand-chose.
Encore une fois, là, on est au début là où j'ai un peu de confiance, c'est que je vois tous les acteurs commencent à dire oula, mais les régions qui se disent oula, mais vers quoi on va, les formations qu'on finance, vers quoi il faut aller, Pôle emploi, le même sujet. Dans les entreprises, ils disent oula, nos métiers vont changer, il faut peut-être qu'on travaille sur la GPEC parce qu'on va se retrouver à un moment donné devant un mur. Donc la dynamique de transformation des métiers, je pense que c'est ce qui va faire que cette dynamique peut exister. Après, on va l'encourager et on va demander aussi à différents acteurs de se mobiliser. Ça sera dans le projet de loi. Mais nous en parlerons un peu plus tard. Voilà. Mais vous avez raison. Pour moi, on ne peut pas avoir une grande politique de formation si on n'a pas de GPEC, parce que sinon, on n'a pas le cap. Il faut le cap. Il faut se dire c'est quel métier qui vont se transformer. Et notamment, il y a besoin de beaucoup d'accompagnement des PME qui vont être très impactées par les mutations et qui ne savent pas forcément toutes seules dire mais comment ça va changer nos métiers. Donc il y a aussi des choses qu'il faut faire un peu collectivement et mutualiser pour pouvoir aider les grands groupes. On sait à peu près faire, on le fait plus ou moins bien, mais ce n'est pas un problème de savoir-faire, c'est un problème de volonté. Dans les petites entreprises, c'est franchement compliqué. L'entrepreneur, il est déjà au four et au moulin. Et comment le big data ou l'Internet va changer son métier. Il y a d'autres gens qui sont dans des situations similaires. On peut peut-être se dire, dans la profession, on en discute et on a une vision commune. Et c'est ça qui permettra après de pouvoir permettre aux salariés ou aux demandeurs d'emploi d'aller sur des formations qui sont en perspective. Et puis pour les entrepreneurs, d'avoir pu anticiper les besoins et donc de trouver les compétences au bon moment. Parce que les compétences vraiment nouvelles, c'est pas une semaine de formation. C'est plusieurs semaines, voire quelquefois plusieurs mois. Donc là, sans anticipation, tout le monde est un peu embuté. Donc ça va être la culture GPEC. Retenez le mot. Ça vaut la peine parce que je pense que c'est quelque chose qui a été inventé il y a assez longtemps en France, mais qui va tout d'un coup prendre son actualité maintenant qu'il y a ces mutations. Je crois que c'est le moment. Merci à toutes et à tous, c'était un vrai plaisir. Merci à vous.